Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête qui nous concerne absolument tous, l'immobilier, et plus précisément le logement. On va plonger dans ces forces macroéconomiques, un peu invisibles, qui font qu'avoir un simple toit au-dessus de sa tête, ça ressemble de plus en plus à un luxe absolu. Allez, c'est parti. La grande question qu'on a tous sur les lèvres, c'est pourquoi se loger coûte-t-il si cher aujourd'hui? C'est une vraie galère au quotidien, on le sait bien, qu'on cherche à acheter ou même juste à louer dans une métropole moderne. La flambée des coûts est littéralement écrasante. Et attention, ce n'est pas juste une impression passagère, c'est un changement structurel ultra profond de nos sociétés. D'ailleurs, si on regarde de plus près les données historiques de Jacques Frigide, ça saute aux yeux. C'est même assez brutal. Entre l'an 2000 et 2008, boum, on observe une envolée totalement inédite des prix de l'immobilier. Et le truc fou, c'est que ça s'est complètement déconnecté de la courbe de nos salaires. En gros, l'inflation générale est restée plutôt stable, mais le coût de la pierre, lui, il a carrément lévité. Du coup, pour bien décortiquer ce grand bouleversement, voici comment on va procéder. D'abord, on va parler de la crise du logement en tant que telle. Ensuite, on verra ce qu'il se passe quand l'immobilier devient purement financier. En 3, on s'attaquera au coût physique de la construction. Quatrièmement, on regardera la gentrification et son impact social. Et on terminera sur des pistes concrètes pour un marché un peu plus équitable. On attaque tout de suite la première partie, une crise du logement, ou comment on est passé du simple refuge à la pure spéculation. En fait, on assiste à un véritable changement de paradigme. Historiquement, un logement, c'était vu comme un besoin humain fondamental, un abri quoi, un service de base. Mais aujourd'hui, c'est massivement devenu un produit, un actif d'investissement financier hautement lucratif. Le but de beaucoup d'acteurs, ce n'est plus de loger des gens, mais d'accumuler du capital. Et forcément, ça change absolument toutes les règles du jeu. Ce qui nous amène à notre deuxième point. Quand l'immobilier devient financier, on va regarder de plus près ces fameuses forces invisibles qui font grimper les prix. Ce basculement énorme, il s'explique par un mot bien précis, la financiarisation. Pour faire simple, surtout après la crise de 2008, les banques centrales ont injecté des tonnes de liquidités dans l'économie et les taux d'intérêt ont chuté. Le résultat? Le crédit, au lieu d'aller financer l'économie productive comme les entreprises ou l'innovation, il a été massivement détourné vers la pierre par des gérants d'actifs. Bref, l'immobilier est devenu une immense machine à rente mondiale. Et bien sûr, qui dit financiarisation dit presque inévitablement spéculation immobilière. L'idée, c'est d'acheter un bien non pas pour y vivre, mais juste pour le revendre plus cher un peu plus tard. Et ça, mine de rien, ça crée une demande totalement artificielle sur le marché. Dans certaines métropoles, cette mécanique peut faire flamber les valeurs immobilières de 10 à 20% chaque année. C'est dingue quand on y pense. C'est une dynamique qui écrase complètement n'importe quelle augmentation de salaire. C'est d'ailleurs exactement ce que nos sources comparent au jeu du Monopoly. Comment on gagne au Monopoly? C'est simple. On achète un terrain rare, on attend sagement que les autres joueurs tombent dessus et on encaisse. Dans le marché actuel, la valeur d'un bien grimpe souvent juste parce qu'on conserve la terre, sans même avoir besoin de construire de nouveaux murs ou d'apporter une quelconque valeur à la société. C'est le terrain, devenu extrêmement rare, qui s'apprécie tout seul. Passons maintenant à la troisième partie, le coût de la construction, ou plutôt les véritables obstacles physiques qui nous empêchent de construire. Parce que oui, il n'y a pas que la finance qui coince. Le monde physique aussi pose un énorme problème. Avec les différentes tensions géopolitiques et les soucis logistiques mondiaux, le prix des matériaux a littéralement explosé. Les données montrent une hausse hallucinante de 35% rien que pour les membranes bitumineuses et de 20% pour les produits en plastique. Et on ne parle même pas des métaux comme le cuivre ou l'aluminium. En fait, tout s'additionne pour bloquer la machine. Le foncier est hors de prix, les taux d'emprunt ont grimpé en flèche, et puis il y a les normes écologiques. Alors attention, elles sont absolument vitales pour notre avenir, c'est certain, mais elles font quand même sacrément gonfler la facture. Sans oublier les pénuries de main-d'œuvre. Bref, construire devient tellement difficile que même les grands objectifs sociaux, comme réussir à créer 125 000 nouveaux logements abordables, ça paraît gravement compromis. On en arrive à notre quatrième partie, gentrification et impact social. Comment ces facteurs redessinent notre paysage urbain? Forcément, ces prix exorbitants transforment physiquement la géographie de nos quartiers. C'est ce fameux cycle de la gentrification. Le schéma, on le connaît, c'est quasiment toujours le même. Un quartier populaire ou industriel se libère, la ville lance une rénovation qui attire de nouveaux capitaux et des acheteurs aisés, du coup, les valeurs explosent. Et inévitablement, à la fin, les habitants d'origine n'ont pas d'autre choix que de faire leur valise. Et ça mène tout droit à ce qu'on appelle la ségrégation spatiale. Les ménages les plus modestes sont repoussés toujours plus loin, vers les périphéries. Alors oui, soyons totalement objectifs, ces quartiers réhabilités gagnent souvent de superbes infrastructures et de nouveaux commerces.
Mais le revers de la médaille, c'est que cette modernisation se fait très souvent au prix de la mixité sociale, ce qui altère complètement l'âme et le tissu d'origine de la ville. Allez, on termine sur une note d'action avec notre 5e partie, solution pour un marché équitable. Comment guérir cette maladie du logement. Parce que, heureusement, des solutions ont fait leurs preuves. Si on observe ce comparatif, le contraste est juste saisissant. Prenons Budapest, moins de 5% de logements publics, une approche totalement dérégulée et livrée à la spéculation. Et de l'autre côté, on a Vienne. Là, c'est carrément près de la moitié des logements qui sont publics ou subventionnés. En gardant la main mise de façon stratégique sur ses propres terrains, la ville de Vienne s'est construit un bouclier ultra efficace pour protéger ses habitants de l'inflation immobilière. Évidemment, toutes les villes ne possèdent pas la moitié de leur foncier, mais elles ont quand même un bon arsenal d'outils réglementaires pour calmer le jeu. Ça passe par des mesures d'encadrement des loyers pour casser la rentabilité purement spéculative. Ça passe aussi par des taxes bien dissuasives sur les reventes ultra rapides. Les États peuvent également imposer des quotas de logements sociaux aux mairies ou utiliser des droits de préemption pour racheter des bâtiments prioritaires avant que les acteurs privés ne mettent la main dessus. Mais l'innovation, elle vient aussi du terrain. De nouvelles approches citoyennes voient le jour, comme l'habitat coopératif ou le bail réel solidaire. L'astuce est vraiment bruyante. On supprime complètement la logique de spéculation en séparant la propriété des murs de celle du terrain. En clair, on achète sa maison, mais le sol en dessous appartient collectivement ou à un organisme public. Sans la propriété du sol, le logement redevient un lieu de vie abordable et la flambée des prix s'arrête net. Enfin, il y a aussi des solutions purement comportementales et c'est fascinant à observer. Aux Pays-Bas, par exemple, la culture veut qu'on change de domicile tous les 7 à 9 ans en moyenne. L'objectif ? Adapter la taille de son logement à l'étape actuelle de sa vie. Au lieu de garder une immense maison familiale vide une fois que les enfants ont quitté le nid, on opte pour plus petit. Mine de rien, cette fluidité libère énormément de surface vitale sur le marché, sans avoir besoin de couler un seul gramme de béton en plus. Ce qui nous amène à cette grande réflexion pour terminer. Pouvons-nous vraiment repenser notre besoin d'espace ? Est-ce que le modèle de la grande maison individuelle, qu'on garde pour toute une vie, est encore tenable aujourd'hui ? La solution ne se trouve peut-être pas uniquement dans la finance ou la législation, mais dans notre propre façon de consommer notre espace de vie. Un défi vertigineux, c'est sûr, mais indispensable, et qui donne sérieusement matière à réflexion. À très vite pour un prochain décryptage.